Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Africa 24, bienvenue dans Décryptage. Son Excellence, Monsieur Abdoulaye Diop, que nous recevons dans Décryptage, est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération de la République du Mali. Dans cette édition, le ministre Abdoulaye Diop nous parle des multiples enjeux de son pays sur le plan de la diplomatie, du calendrier électoral, de la transition politique, de l'armée et de la coopération internationale avec le retrait annoncé des troupes françaises du Mali. Monsieur Abdoulaye Diop, bienvenue sur Africa 24. La feuille de route du gouvernement de transition a été publiée récemment. Quels sont dans votre département ministériel les chantiers prioritaires au regard des sanctions qui pèsent sur le Mali après le changement de régime et l'investiture du président Assimi Goïta le 7 juin 2021. Merci beaucoup. L'adoption de la feuille de route du gouvernement est une avancée importante. Feuille de route qui met l'accent sur 4 secteurs majeurs prioritaires pour le gouvernement. 1. La sécurité, vous vous imaginez. 2. Les questions de réformes politiques et institutionnelles. 3. L'organisation des élections. Et puis 4. La bonne gouvernance, la réduction du train de vie de l'État et la lutte contre la corruption. Naturellement, notre action en tant que diplomate, ou en tout cas les relations avec le Mali, couvre l'ensemble de ces secteurs parce que nous devons avoir comme objectif, comme cela l'a souligné le président Assimi Goïta, qui accorde une importance majeure aujourd'hui à la diplomatie. Il y a des attentes fortes de notre pays, de notre population, parce que le Mali, comme vous le savez, est sous suspension de la CEDEAO, de l'Union africaine. Donc notre premier objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage de solidarité exprimée par nos voisins, par la région et par la communauté internationale vis-à-vis du Mali, mais qu'il y ait aussi plus de compréhension par rapport aux événements qui se sont passés en août, mais aussi ce qui s'est passé récemment au mois de mai, pour que nous puissions aborder ces questions avec de réalisme, pragmatisme, et l'effort de rectification qui est en cours s'inscrit dans ce cadre-là. Donc il me semble être important aujourd'hui que dans cette lecture, nous, en tant que diplomates, notre message pour la communauté internationale, c'est de dire que le Mali est engagé pour la réussite de cette transition, mais le Mali voudrait aussi qu'on comprenne la situation particulière d'un pays sahélien, un pays enclavé, un pays qui fait face à des défis énormes, avec la lutte contre les groupes terroristes, avec des conflits intercommunautaires. Le pays a une position géostratégique extrêmement importante. Si la stabilité du Mali n'est pas renforcée aujourd'hui, si l'État malien s'écroule, je crois que c'est tout l'édifice sécuritaire sous-régional ou régional qui est affecté. Donc je crois que nous devons avoir, en lisant les événements, faire en sorte qu'aujourd'hui la priorité soit de renforcer la stabilité du Mali pour que nous puissions réussir cette transition, que le pays reprenne sa place dans le concert des nations et contribue à la paix et à la stabilité. Donc c'est vraiment le cœur de l'action aujourd'hui diplomatique que veut impulser le président Goïta. Vous êtes actuellement en visite officielle en Côte d'Ivoire. Quelle peut être la contribution de ce pays à la situation politique du Mali? Elle est importante. La Côte d'Ivoire est la plus grande économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La Côte d'Ivoire est un des poumons de la CEDEAO, mais la Côte d'Ivoire, c'est un pays aussi avec lequel le Mali a des relations extrêmement denses sur le plan économique, des liens séculaires entre nos populations. Et la Côte d'Ivoire a toujours été avec le Mali. Je me souviens que le président Alassane Ouattara, qui était à l'époque en 2012, quand la crise a commencé au Mali, président en exercice de la CEDEAO, n'a pas ménagé ses efforts. Et depuis, la Côte d'Ivoire, avec le président Ouattara à sa tête, ont toujours été aux côtés du Mali. Donc dans cette phase critique maintenant de transition, nous ne doutons pas que cet engagement et cet accompagnement de la Côte d'Ivoire puisse se poursuivre pour l'apaisement de la situation au Mali, pour une meilleure lecture de ce qui se passe au Mali, avec la conscience que le Mali et la Côte d'Ivoire sont liés. La stabilité de la Côte d'Ivoire dépend de la stabilité du Mali. Et je crois que c'est dans cet état d'esprit que nous sommes venus, dans le cadre de concertation permanente, informer le président Ouattara des développements en cours au Mali, des avancées par rapport à la transition et donner des assurances par rapport à l'engagement des autorités de tenir les engagements qui ont été pris vis-à-vis du peuple malien, d'abord, et ensuite vis-à-vis de la communauté internationale.
De nombreux observateurs de la vie politique au Mali sont sceptiques sur le respect du calendrier électoral. Le premier tour est prévu dans 7 mois. Quelles garanties pouvez-vous apporter aux Maliens et aux organisations internationales sur la tenue des élections dans votre pays? Il y a 2 choses. Comme le président a l'habitude de dire, c'est le terrain qui commande dans tout ce qu'on fait. C'est vrai qu'il y a un engagement des autorités de tenir le délai de la transition. On était parti sur un délai de 18 mois. Bon, au bout de 10 mois, il faut reconnaître que les avancées ne sont pas significatives. Et aujourd'hui, nous entamons cette phase de rectification où il nous reste grosso modo 7 à 8 mois. Je crois que l'engagement pour la réussite, c'est d'être conscient que oui, il y a un engagement politique fort. 2, c'est le terrain qui va déterminer, c'est-à-dire que l'évolution de la situation sécuritaire, l'évolution, le front social au niveau du Mali. Donc il y a un certain nombre de curseurs qu'il faut avoir à l'esprit. Mais je crois qu'une des garanties aujourd'hui, c'est que le gouvernement vient de présenter au niveau du Conseil national de transition, Parlement provisoire, le plan d'action du gouvernement sur le restant de la période de transition. Ce plan a été salué par les députés à une très large majorité et je crois que ce plan reflète les préoccupations des forces vives maliennes qui ont favorablement accueilli ce plan. Donc je crois que ça c'est un engagement fort vis-à-vis des populations maliennes. La deuxième, je crois que c'est le génie même du Malien. Je crois que parce que s'il y a une solution à cette crise, la solution ne peut venir que des Maliens. Elle ne peut être qu'entre les mains des Maliens. Donc aujourd'hui, la résilience et le génie du peuple malien est une garantie pour qu'on puisse avancer pour cela. Les autorités ont pris des engagements. Les autorités vont continuer à travailler pour créer le consensus nécessaire pour la réussite de cela. Mais les ingrédients ne peuvent pas venir seulement des Maliens. Nous demandons à nos partenaires de ne pas s'asseoir, de regarder les Maliens cheminer seuls. Parce que les défis qui se posent pour réussir cette transition dans ce délai ne peuvent être pris en charge que si nos amis aussi viennent nous accompagner. La responsabilité première demeure malienne, mais je crois qu'il faut que nous puissions cheminer ensemble en toute solidarité, en se disant que ce n'est pas les individus qui comptent dans cette transition. C'est le Mali qui est le plus important, c'est la stabilité du Mali, c'est la stabilité de la région. Et je crois que l'aide de nos amis doit pouvoir s'inscrire dans ce cadre. Mais je crois que le gouvernement a donné les garanties nécessaires, mais je crois qu'il faut que nous cheminions ensemble, que nous puissions évaluer à chaque pas. C'est ça aussi le sens du plan d'action du gouvernement. Et chaque 3 mois, on procédera à une évaluation. Ce que je peux dire et ce qui est important aujourd'hui pour le président Goïta, c'est que, nous serons sincères avec les Maliens, nous serons sincères avec nos amis de la région, nous serons sincères avec les partenaires internationaux, nous serons aussi transparents sur les défis, parce qu'il y en a. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face, il y en a, mais nous allons indiquer, voici notre plan, voici comment nous allons nous y prendre, voici les difficultés qui se posent, voici comment nous allons pouvoir surmonter ces difficultés, quelle est la part des Maliens et quelle est la part de nos amis. Je crois que nos amis doivent comprendre que le Mali est un État souverain, laisser le soin aux Maliens de dessiner une perspective, une vision par rapport à leurs problèmes et que les partenaires viennent en soutien. Ça ne doit pas être l'inverse, qu'on donne des prescriptions au Mali pour dire voici la solution, marchez dedans. Quelles sont les perspectives de la création de l'organe unique de gestion des élections, élément essentiel au scrutin de 2020? Comment le gouvernement va-t-il garantir l'indépendance de cet organe? Vous savez, l'organe unique, il faut le situer dans sa perspective historique. Vous savez que les événements qui se sont passés en 2018, suite à l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a été largement contesté, qui a conduit à des soulèvements populaires pendant des mois, ce qui a amené l'armée à intervenir dans le jeu politique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut en tirer les leçons. Depuis une dizaine d'années ou plus, les élections sont régulièrement contestées au Mali. Le dialogue national inclusif qui s'est tenu a recommandé la mise en place d'un organe unique chargé des élections. Si je me souviens bien aussi, même des missions d'observation de l'Union africaine ont également recommandé cela. Donc c'est une attente des Maliens, une attente de la communauté internationale, mais le gouvernement a l'intention de le faire aussi dans un cadre consensuel, dans le cadre du dialogue. Aujourd'hui,
le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a entrepris des démarches avec les partis politiques, avec la société civile, pour pouvoir, je crois savoir qu'un consensus se dégage pour aller vers la mise en place dans les plus brefs délais de cet organe. Et cette discussion se poursuit pour pouvoir vraiment avoir un organe qui soit en mesure de remplir sa mission, qui est d'organiser des élections qui soient crédibles et acceptables pour l'ensemble des Maliens. La bonne collaboration entre les autorités civiles et militaires semble fragile avec l'avènement du président Assimi Goïta à la tête du pays. Que répondez-vous à ceux qui craignent une confiscation du pouvoir par les militaires au terme de la période de transition? Bon, et comme je l'ai indiqué, il y a des discussions en cours. Nous sommes au début du processus, le plan d'action vient d'être adopté. Ce qui est certain, c'est que les différents acteurs ont leur idée sur qu'est-ce qu'il faut faire, mais ça se fera dans le cadre d'un consensus, dans le cadre de dialogue, de concertation, pas seulement avec ceux qui sont au gouvernement. Je crois qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas au gouvernement, mais je crois qu'il faut donner la voix à tout un chacun. Ce qui me semble être important, c'est que personne ne soit laissé sur la touche et qu'il y ait une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, société civile, organisations de femmes, de jeunes, les confessions religieuses, pour se mettre d'accord pour voir quels sont les ingrédients qui puissent garantir l'indépendance de cet organe. Et le chef de l'État, le gouvernement sont disposés à marcher pour mettre en place une structure qui soit crédible et qui soit durable pour pouvoir renforcer la démocratie au Mali. Les 2 coups d'État qu'a connu le Mali en l'espace de 9 mois depuis 2020 visent, selon les auteurs, au redressement et à la stabilité du pays. Quelle évaluation faites-vous de la transition en cours 1 an après le renversement d'Ibrahim Boubacar Keïta? Bon, je ne pense pas qu'il y ait 2 coups d'État. C'est vrai qu'il y a eu des événements au mois d'août 2020, des soulèvements populaires pendant de longs mois pour préserver la stabilité du Mali. L'armée a pris ses responsabilités, les forces patriotiques au sein de l'armée ont pris leurs responsabilités pour nous engager dans le cadre d'un processus de transition. Et au mois de mai dernier, suite à un blocage au sommet de l'État et à des dysfonctionnements au sommet de l'État et le non-respect des dispositions de la charte de la transition, il y a eu un processus de rectification. Bon, nous sommes aujourd'hui dans le cadre de ce processus-là pour pouvoir conduire à son terme ces différents éléments. Donc je crois que ce qui me semble être important aujourd'hui, c'est de noter que c'est vrai qu'on a passé les 10 mois, mais comme je vous l'ai dit, si on regarde les résultats de ce qui a été fait au cours de ces 10 premiers mois, on n'a pas pu répondre aux grandes priorités de la transition, ni sur la réforme constitutionnelle, ni sur la mise en place de l'organe unique de gestion, ni sur la question des fichiers électoraux. Maintenant, je crois qu'il faut qu'on arrête aussi de regarder en arrière, il faut que nous regardions devant. Les 9 mois qui nous restent, c'est vrai que le défi est énorme, le temps est extrêmement court, mais il faut avoir un sens des priorités, il faut être réaliste. Donc l'accent sera mis sur les réformes politiques institutionnelles, mais aussi sur la mise en place de l'organe chargé des élections et la tenue de ces élections aux dates indiquées. Je crois que c'est aujourd'hui, à mon avis, le sens qu'il faut donner à ça. Il faut une priorisation, il faut aussi vraiment créer le consensus nécessaire et l'engagement. Je crois qu'il faut juste qu'on commence à faire les pas nécessaires qui nous conduisent vers cela et qu'on se juge au pied du mur. Vous avez toujours prôné une approche consensuelle pour la quête de la stabilité dans le pays qui inclurait les autorités d'un côté et les acteurs politiques et de la société civile de l'autre. La situation évolue-t-elle vers ce schéma? Si oui, quels en sont les indicateurs? Bon, je pense que les gens peuvent se poser des questions, mais il faut juger les gens sur les actes. À la suite de la rectification qui est intervenue au mois de mai, le président Goïta a réitéré sa volonté de façon très nette et celle de l'ensemble du gouvernement de maintenir la feuille de route de transition. C'est vrai qu'il y a eu des ajustements, mais de façon générale, le calendrier, les engagements pris par rapport à la transition sont restés. Donc il n'y a pas de changement à ce niveau. Et il y a un gouvernement civil qui est en place dont je fais partie et qui est conduit par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui a une expérience gouvernementale avérée, qui est un homme politique courageux et qui travaille en intelligence avec le président Goïta. Il y a diverses sensibilités politiques
sociales ou même qui sont représentées au niveau de ce gouvernement. Donc nous pensons qu'il faut juger les gens aux actes. Le président Goïta est disposé à respecter l'ensemble des engagements pris, à organiser des élections transparentes, conformément aux prescriptions de la CEDEAO, qui a été très claire dans sa feuille de route par rapport à un certain nombre d'aspects concernant l'impossibilité pour certains responsables de se présenter aux élections. Donc il y a des engagements qui sont pris. Je crois qu'il ne faut pas qu'on se fasse des procès d'intention. Ces engagements ont été pris. Travaillons au quotidien pour faire cela et les autorités sont en tout cas disposées à créer le consensus, l'apaisement nécessaire. Le président Goïta, dès sa prise de fonction, a rencontré l'ensemble des couches maliennes, la société civile, les organisations de femmes, de jeunes. Il essaie de promouvoir le dialogue, la communion entre les Maliens. Il essaie aussi de promouvoir un esprit de patriotisme, un esprit d'ouverture, un esprit d'inclusivité. Je crois que ce sont des éléments aujourd'hui qui sont appréciés par beaucoup de Maliens qui estiment que le président essaye de faire en sorte que tous les Maliens puissent avoir une voix. Je crois que même ceux qui ne sont pas au gouvernement, même ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, sont des Maliens. Des espaces doivent être créés pour que ceux-ci puissent donner leur voix, y compris ne pas être d'accord avec le gouvernement. Avec la nomination de Choguel Maïga, l'ancien président du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, en abrégé M5 RFP, à la tête du nouveau gouvernement de transition, quel message le Mali adresse-t-il à la communauté internationale? Bon, c'est que le président Assimi Goïta, chef de l'État et président de la transition, a porté son choix sur les M5 pour diriger l'action gouvernementale. Et il a choisi en cela le docteur Choguel Kokala Maïga, un homme politique de qualité, qui a fait preuve de beaucoup de courage avec beaucoup d'autres au sein du mouvement M5 pour demander la refondation de notre pays. Aujourd'hui, ce qui me semble être important, c'est que les forces politiques et sociales maliennes qui demandent la refondation se sont mises ensemble, avec les forces patriotiques au sein des forces de défense et de sécurité que nous soutenons, maintenant pour pouvoir travailler à avoir une vision partagée. Vous dites le message c'est de dire que les Maliens se mettent ensemble, ils ont une vision partagée pour la refondation, ils veulent promouvoir le dialogue, ils veulent promouvoir l'apaisement, ils veulent promouvoir le consensus. Je crois que c'est le sens qui est donné à ce gouvernement dirigé par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga. C'est vraiment de pouvoir aller aujourd'hui dans cette direction des forces qui partagent les mêmes points de vue pour pouvoir travailler. C'est ce qui donne aujourd'hui une chance à cette rectification qu'il y a une conjonction de forces qui ont une même vision de la refondation, mais une refondation qui n'est pas exclusive, mais une refondation qui est inclusive, qui fait la place à tous les Maliens. Le retrait des forces françaises au Mali a été annoncé par le président français Emmanuel Macron. Quel sera l'impact politique et sécuritaire d'une telle décision? L'opération Takuba, un substitut à la force Barkhane, chargée de pérenniser l'omniprésence de la France au Mali. Que répondez-vous à cela? Bon, c'est une décision souveraine de la France. Elle n'est pas surprenante parce que depuis plus d'1 an, cette question a été évoquée d'une reconfiguration de la force Barkhane. Je crois que c'est même attendu et compréhensible parce que, vous savez, la sécurité d'un pays, nous sommes responsables, nous Maliens, de la sécurité de notre pays et nous devons faire tous les efforts. Et je tiens à saluer les forces de défense et de sécurité maliennes qui sont au contact des ennemis et des adversaires du Mali au quotidien, qui se battent sans doute dans des conditions difficiles, mais qui font le maximum pour maintenir la stabilité du Mali. Nous travaillons, la France est un pays ami, un pays partenaire du Mali. Nous sommes reconnaissants de l'ensemble des sacrifices qui ont été consentis par la France depuis les événements de 2012. Nous comprenons aussi qu'aujourd'hui, ils choisissent d'aller dans une autre direction. Mais je crois que ce qui nous semble être le plus important, c'est que les Maliens travaillent à mettre en place des mécanismes
et des dispositifs de sécurité qui puissent vraiment mettre notre pays à l'abri, qui puissent renforcer la stabilité au niveau régional. Et nous avons des discussions en cours. Nous allons travailler aussi avec les partenaires, mais en comprenant que l'effort essentiel doit venir des Maliens. Ce que nous demandons à nos amis français, c'est vraiment de faire en sorte que ce changement de dispositif, qu'on puisse en minimiser au maximum l'impact négatif, éviter qu'il y ait un vide sécuritaire. Vous savez que le Mali fait face déjà à une situation sécuritaire extrêmement volatile et extrêmement complexe. Donc on fait face à des groupes terroristes très actifs dans cette région. Donc il est important pour nous de nous asseoir avec nos amis français pour pouvoir voir ensemble comment ce changement de dispositif peut être fait en toute responsabilité, mais avec le maximum de prudence, en faisant en sorte que les gains qui ont été engrangés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ne soient pas perdus et que cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité maliennes qu'on constate aujourd'hui sur le terrain puisse être renforcée. Nous sommes décidés à assurer la sécurité de notre pays. Nous avons aussi des défis. Le Mali, c'est un pays qui fait 1,2 million et quelques mille kilomètres carrés. Nous avons des défis en termes de vecteurs aériens, comment assurer notre couverture, comment avoir le maximum d'intelligence et de renseignements humains, mais aussi en utilisant des technologies comme les drones. Donc ce dont nous avons besoin, c'est que nos partenaires nous apportent ce qui nous manque. Aujourd'hui, on a des hommes qui peuvent être sur le terrain avec beaucoup de courage, qui se battent. Il y a quelques années, les forces maliennes qui étaient sur le terrain, on entendait chaque fois qu'ils étaient en retraite. Mais aujourd'hui, je crois que non seulement ils avancent, mais aussi ils portent des coups à l'ennemi. Nous en recevons aussi, mais ils portent des coups. Donc je crois que ce qui est important pour nous, pour nos partenaires, c'est de comprendre que nous avons notre part de responsabilité pour la sécurisation de notre pays, pour le maillage de notre pays, faire en sorte que l'État soit présent dans le maximum de localités et que les défis sécuritaires auxquels nous faisons face ne sont pas seulement sécuritaires. Il y a aussi des défis liés au développement, aux questions de gouvernance, que nous soyons aidés à pouvoir prendre tout cela en charge, mais tout ça, ça doit se faire dans le cadre d'un partenariat, dans le cadre d'un dialogue respectueux de la souveraineté du Mali, mais aussi un dialogue qui prend en compte l'ouverture des Maliens de comprendre que le terrorisme, par exemple, c'est un défi mondial. Ça sera une erreur pour nos frères de la région, comme pour nos amis de l'extérieur, de comprendre que le Mali est seul à faire face à ça. Le Mali est en première ligne par rapport à ça, mais ce à quoi le Mali fait, c'est un défi mondial. Nous allons jouer notre partition, mais il y a aussi une responsabilité de la communauté internationale, notamment les Nations Unies. Nous avons demandé que la force conjointe du G5 Sahel puisse avoir un mandat sous chapitre 7 des Nations Unies, bénéficier d'un financement prévisible et durable des Nations Unies. Cela n'a pas encore été entendu, mais il est extrêmement important pour la communauté internationale de réaliser que ce qui est en cours n'est pas seulement au Mali, mais les Maliens feront leur part. Mais les conséquences peuvent être graves pour tout un chacun si on laisse le Mali seul faire face à cela. Et même les élections, la transition dont on parle, s'il n'y a pas de sécurité, rien de cela ne sera possible. Donc je crois qu'il est important que nous réalisions que le défi malien est un défi ouest-africain, est un défi sahélien, est un défi africain et un défi mondial. Je crois que ce n'est que dans la coopération et la solidarité qu'on peut le faire, mais pas en essayant de dicter des sanctions, des invectives, des ultimatums. Je ne pense pas que ça aide. Aujourd'hui, les Maliens ont besoin d'écoute, ils ont besoin de compréhension, ils ont besoin qu'on puisse marcher ensemble, parce que nous, on a été un moment un modèle de démocratie, on a trébuché aujourd'hui. Mais il y a d'autres pays aussi qui font face aux mêmes défis. Donc comprenons, je crois que nous ne devons jamais être arrogants en appréciant la situation des autres pays. Soyons humbles. Comprenons que ce qui se passe au Mali peut se passer ailleurs. Comment on peut aider les Maliens à en sortir? Je crois que le défi aujourd'hui, c'est vraiment de travailler à une solution et non de jeter l'anathème sur qui que ce soit. Quelle est la capacité réelle du Mali à faire face à la menace terroriste après le retrait définitif des forces étrangères, notamment françaises? Il faut que le Mali et les Maliens comptent sur leurs forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité du pays. Il faut qu'au niveau politique, on puisse donner les moyens et les ressources nécessaires pour que ces forces de défense et de sécurité puissent assurer correctement leur mission. Je crois qu'il y a des efforts et des sacrifices importants qui sont consentis par rapport à cela. Nous nous organisons aujourd'hui pour faire face à cette situation. C'est difficile,
Mais nous n'avons pas d'autre choix que de défendre notre pays, de défendre notre liberté, de défendre la souveraineté du Mali. Et pour cela, nous sommes ouverts à tous les partenariats, mais les partenariats qui s'inscrivent dans le cadre de notre vision, dans le cadre de notre souveraineté. C'est vrai que notre pays a trébuché, mais je crois que ce n'est pas une raison. Nous ne sommes pas prêts à céder notre souveraineté parce que le pays est en difficulté, parce qu'une partie importante de notre territoire est occupée. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'important pour nous, c'est vraiment de travailler à cela en comprenant que malgré tous les efforts que les Maliens feront, nous ne pourrons pas faire face seuls à cette menace. Il faut qu'on travaille avec les pays voisins, l'Algérie, le G5 Sahel, les États membres de la CEDEAO, l'Union africaine dans le cadre du processus de Nouakchott. Nous voulons aussi que nos partenaires viennent dans ce cadre-là pour pouvoir nous aider. Donc c'est vraiment notre vision. Nous ferons ce qui est nécessaire avec les moyens qui sont disponibles. Nous souhaitons que d'autres viennent. S'ils ne viennent pas pour les raisons qui leur sont propres, il nous faut trouver des stratégies et des mécanismes au niveau régional aussi pour pouvoir répondre. Mais le Mali n'a jamais été fermé à ses partenaires pour autant que ces partenaires s'inscrivent dans le cadre vraiment de la souveraineté, de la vision des autorités maliennes et du respect de la dignité du Malien.